Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre sur la DTV. La gendarmerie nationale veille à la sûreté publique et assure le maintien de l'ordre et l'exécution des lois et règlements. Le prétexte de ce plateau spécial, le défilé du 4 avril, la fête de l'indépendance, est une occasion pour faire le point. Le travail qui est abattu par ces hommes jour et nuit. Vous le savez bien, ce travail-là, nous les côtoyons, vous les voyez peut-être bien, des fois non, mais sachez qu'ils passent tout leur temps au service de la nation. Ce soir, la gendarmerie nationale nous ouvre ses portes et nous fait l'honneur de nous faire découvrir 3 unités spéciales. Nous avons la Légion de gendarmerie d'intervention, nous avons également le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, la section de recherche et enfin, nous aurons également le responsable de la communication, la division communication de la gendarmerie nationale. Avec moi sur ce plateau, bien entendu, le colonel Amadou Ousmane Ba, le commandant de la LGI. Bonsoir mon colonel et merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci Madame Touré, c'est un plaisir d'être là, de partager ce plateau. Juste à côté de vous, nous avons le capitaine Demba Sireli qui est le commandant du GIGN, c'est bien ça? C'est ça. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. À ma gauche, j'ai le lieutenant-colonel Issa Diak qui est le commandant de la section de recherche. Bonsoir madame. Et enfin, monsieur, en tout cas, commandant Ibrahim Ndiaye, on va dire le chef de la division communication, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, Aram. Donc moi, rapidement, je vais profiter de l'occasion pour remercier en fait, au nom de monsieur le général de corps d'armée Maïsegnan, au commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, donc toute l'équipe de la DTV, donc pour cette opportunité qui est offerte aujourd'hui à la gendarmerie nationale pour quand même faire connaître certaines particularités des unités spécialisées donc, au sein de la gendarmerie nationale. Merci. Très bien. Comme je le disais tantôt, nous avons 3 unités spéciales de la gendarmerie nationale sur ce plateau. Mais d'abord, nous nous intéressons à la première que nous avons choisie, c'est la LGI. Pourquoi la LGI? Vous allez le découvrir. Quel est le travail qui se fait à l'interne? Vous allez le voir également sur ces images. Et c'est tout de suite avec Djibi Sardioni. Juste après, nous revenons sur ce plateau. Allez-y les prendre. Allez-y, prenez-moi ces gens-là. Oh, prenez ces gens-là, prenez ces gens-là. Prenez ces gens-là. Nous sommes présentement avec la gendarmerie. Mon capitaine, alors pouvez-vous décliner votre identité s'il vous plaît? Je suis le capitaine Morguet, je commande le premier escadron blindé de la gendarmerie nationale. Alors mon capitaine, nous venons d'assister à un exercice. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de cet exercice s'il vous plaît? Vous savez, le maintien de l'ordre fait partie des missions les plus importantes qui reviennent à la Légion de gendarmerie d'intervention, la Légion à laquelle appartient mon unité, le premier escadron blindé. Et qui parle de maintien de l'ordre, parle de préparation, donc entraînement. Donc pour intervenir avec efficacité, tout en restant dans un cadre légal, on a besoin de s'entraîner. Et cet exercice rentre dans le cadre des entraînements. Alors, l'exercice est composé de combien d'étapes? Bon, l'exercice d'aujourd'hui, il s'agissait de dégager des manifestants qui occupaient une rue, et dont l'occupation a été interdite par le préfet. Donc il s'agissait de les dégager des lieux. Vous savez, la difficulté en général sur ces cas de figure, c'est que ceux qui manifestent ont peut-être quelque chose qui ne va pas dans leur boulot ou quelque chose qui ne va pas en tout cas dans leur vie et qu'ils décident de faire comprendre aux autres. Malheureusement, des fois, ils n'utilisent pas les bons moyens. C'est-à-dire, ils peuvent barrer la route et tout en oubliant qu'ils ne sont pas les seuls à emprunter cette route. Okay. La route est une route publique, c'est une rue publique. Ceux qui ne sont pas concernés par cette manifestation ont le droit de l'emprunter. Okay. Malheureusement, les manifestants en général ne le comprennent pas. Okay. Et nous, on intervient pour permettre à ces gens-là qui ne manifestent pas et qui désirent aller travailler ou qui désirent aller à l'hôpital ou en tout cas qui désirent aller vaquer à leurs occupations,
d'emprunter cette route. On vous a vu en premier... dans un cadre légal, oui. Absolument. On vous a vu en premier temps vous rapprocher du responsable. C'était quoi? En fait, quand on est venu, donc on a vu des gens barrer la route. J'ai décidé de m'approcher d'eux, de demander qui était leur chef, qui était celui qui dirigeait ce mouvement. Il s'est approché de moi, et je l'ai invité je lui ai demandé d'abord les raisons pour lesquelles qui les ont poussés à barrer la route. Ils ont dit tout simplement qu'ils n'ont pas perçu leur salaire et qu'ils ont décidé de barrer la route et rien ne pouvait les empêcher donc de barrer la route. Ils décident de ne pas quitter, quel que soit donc, ce qu'on pourra leur dire. En ce moment-là, je l'ai invité à quitter la route et à essayer de trouver d'autres moyens. C'est vous qui donnez les ordres, mais on a vu tout le temps, derrière vous, il y a un gars qui tenait dans ses mains une radio. Lui, quelle est sa mission? En fait, sa mission, il est avec moi. Vous savez, je suis sur le terrain, mais tout ce que je fais, mes chefs qui ne sont pas avec moi sur le terrain le suivent. Ils suivent ce que je suis en train de faire. Et j'ai plusieurs moyens de communiquer avec ces chefs-là. Et parmi ces moyens, il y a le poste radio que vous avez vu. Celui qui était avec moi, c'est le poste qu'il avait. Donc je peux communiquer également par téléphone. Il y a d'autres moyens. Ce même poste radio me permet également de communiquer avec mes commandants de peloton. Donc, parce que nous sommes, et pour l'intervention d'aujourd'hui, il y a 4 pelotons qui intervenaient. Vous avez vu qu'il y a un peloton qui est complètement derrière, qui assure notre sûreté arrière. Et il y a le peloton qui accompagnait donc, le déplacement de l'escadron pour empêcher aux manifestants de revenir sur la route. Il y a également le peloton qui était devant. Donc je ne peux pas tout le temps être partout. Donc il est nécessaire d'avoir un moyen de communication qui me permet de les joindre au moment voulu. Tantôt vous avez parlé de la sûreté, je ne sais pas, arrière. Est-ce c'est pour éviter d'être encerclé par les manifestants ou pas? Il y a cela, il y a le fait d'éviter d'être encerclé, mais il y a le fait aussi d'empêcher les manifestants de revenir sur la chaussée. Il y a également la protection des véhicules. Les véhicules, c'est des véhicules de la gendarmerie qui doivent être protégés. Les conducteurs sont à l'intérieur, on doit les protéger. Djibissar Johnny qui était à la LGI de Mbao pour vivre avec quelques moments pour savoir ce qui se fait à l'interne. On va certainement mieux comprendre ce qu'on vient de voir tout à l'heure. J'ai avec moi sur ce plateau, comme je le disais tantôt, le colonel Amadou Ousmane Ba de la LGI, le commandant de la LGI. Commandant, nous venons de suivre un élément au niveau de la LGI de Mbao. Qu'est-ce qui aujourd'hui a été fait sur le terrain? On assistait à quel type d'exercice? Merci Madame Touré de l'opportunité que vous me donnez de parler de la Légion de gendarmerie d'intervention, qui est une unité de réserve générale à la disposition d'abord de Monsieur le Président de la République. Et comme cela a été dit, elle exécute des missions de maintien de l'ordre, de service d'ordre, mais de rétablissement d'ordre. On sait qu'on voit souvent dans les grandes manifestations, Tiwawan, Touba, ou même dans les déplacements de M. le Président de la République sur les axes, peut-être qu'on ne le reconnaît pas. Bon, ce que vous avez vu tout à l'heure, l'exercicement, effectivement, c'est un exercice de maintien de l'ordre, comme on en fait. Ici, il s'agissait de dégager des manifestants récalcitrants avec un dégagement de barricades. Bien sûr, c'était un exercice. Dans la réalité, ça se passerait, il l'a dit, un peu différemment parce que l'autorité administrative est obligée d'être là, de donner les sommations, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, pour revenir à la LGI, donc, je disais que c'est une unité spéciale. Justement, qu'est-ce qui fait la particularité de la LGI? Justement, la particularité de la LGI, c'est une unité, donc je dirais que c'est le fer de lance de la gendarmerie nationale. D'accord. Elle est en tout cas, c'est elle qui pourvoit la force quand il y a des manifestations. Elle exécute des missions de police administrative. Quand les unités de gendarmerie départementale, de gendarmerie territoriale en a besoin. Partout on les voit, donc c'est vraiment la force, le fer de lance de la gendarmerie. Et la Légion de gendarmerie d'intervention compte en son sein 6 escadrons de gendarmerie mobile, dont l'escadron blindé qu'on a vu tout à l'heure, qui peut être en version donc avec des engins blindés,
et qui a participé à la bataille de Bissau, pour le rappeler, et pour les féliciter et les encourager au passage. Et là, ils ont été décorés donc, lors de cette opération Gabou. On a 5 autres escadrons portés, dont un est en permanence à Ziguinchor. Donc on a ici au camp Leclerc à côté de Liberté 6 et aussi à la caserne générale Warifei à Mbao. Bon, colonel, vous disiez tout à l'heure dans vos propos qu'il vous arrive de vous déplacer sur instruction, ou en tout cas pour les besoins du chef de l'État. Hormis le chef de l'État, y a-t-il une autre personnalité dans ce pays qui peut vous déplacer? Ou c'est que pour le chef de l'État, la LGI? Bon, non, je disais que c'est une unité de réserve générale à la disposition de M. le Président de la République d'abord. Ensuite, c'est une unité qui intervient au maintien de l'ordre. Ça, c'est des missions de police administrative. D'accord. Donc, quand il est requis pour des missions de police administrative, bien sûr, elle intervient, ou de service d'ordre, comme dans les grandes manifestations, on en voit souvent, les cérémonies religieuses, ou voilà, dans les cérémonies religieuses et autres cérémonies, en tout cas, on a besoin des forces de gendarmerie. Et aussi, si l'ordre venait à être fortement troublé, s'il y a un rétablissement de l'ordre, il peut intervenir. Mais d'abord, c'est une unité de réserve générale, effectivement, à la disposition de M. le Président de la République, mais elle participe au service donc, normal de la gendarmerie. Merci. Je disais tout à l'heure que nous avions également sur ce plateau le lieutenant-colonel Issa Diak de la section de recherche. J'ai également envie de vous demander aujourd'hui qu'est-ce qui fait la particularité de la section de recherche? Merci Madame Touré. La section de recherche est une unité spéciale de la gendarmerie nationale qui est rattachée au commandement de la gendarmerie territoriale. C'est une unité d'enquête judiciaire, mais qui intervient sur le haut du spectre des menaces. C'est une unité qui a une compétence nationale. À la base, sa compétence s'étend sur le ressort de la Cour d'appel de Dakar. D'accord. Mais elle intervient sur l'ensemble du territoire, donc dans toutes les cours d'appel qui ne disposent pas de section de recherche. Étant donné que c'est la seule pour le moment qui existe au Sénégal, nous avons une compétence nationale, contrairement aux autres unités d'enquête, donc les brigades de gendarmerie, qui ont des ressorts donc, localisés donc, dans une circonscription administrative. Quelles sont les missions aujourd'hui qui vous sont assignées? Alors, les missions de la section de recherche sont assez spécifiques. Comme je le disais tout à l'heure, nous intervenons sur le haut du spectre des menaces. La criminalité, le terrorisme ou la grande délinquance? Exactement. Donc, la section de recherche a été créée en 2001 pour apporter un soutien complémentaire donc, au travail qui était déjà effectué par les brigades de gendarmerie. Donc, on assistait à l'évolution de la criminalité qui prenait des formes de plus en plus pernicieuses et sophistiquées. Donc, la section de recherche s'est spécialisée dans des enquêtes sur des criminalités spécifiques, comme la cybercriminalité, comme la lutte contre la délinquance économique et financière, comme la lutte contre la criminalité organisée ou la lutte contre le terrorisme. Mais c'est une unité qui reste à la disposition de l'ensemble des unités judiciaires, en tout cas d'enquête de police judiciaire de la gendarmerie, pour leur apporter un soutien technique dans des domaines spécifiques ou pour des enquêtes qui demandent du temps ou des compétences particulières. Dans quel cas vous déplacez-vous alors? Alors, on peut se déplacer pour plusieurs cas. Donc, quand les infractions débordent les limites d'une circonscription, donc d'une unité, quand l'infraction se répète, quand l'infraction, donc l'acte délictuel a un caractère sériel, c'est-à-dire qui se répète dans le temps et qui demande une disponibilité en personnel et en moyens, des situations qui peuvent mettre une brigade locale, une brigade territoriale dans des difficultés à partir du moment où la brigade est déjà assez chargée au quotidien. Donc, pour pouvoir suivre, pour être concret, donc pour pouvoir suivre donc, un phénomène criminel qui se passe entre plusieurs circonscriptions territoriales, donc la section de recherche se déplace
pour centraliser l'information criminelle, interagir avec les brigades et apporter un soutien technique dont les brigades ne disposent pas. Je vais revenir tout à l'heure sur les moyens dont dispose la section de recherche pour effectuer son travail. J'en viens à capitaine Demba Cirelli, c'est bien ça, du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN. À votre niveau également, qu'est-ce qui fait de vous une unité spéciale? Merci Madame Touré. Le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, c'est d'abord la première unité spéciale. La première, d'accord. Des forces armées sénégalaises. Son origine se tient du Septembre Noir. Les attentats qui y avaient prévalu avaient montré les limites des forces de police traditionnelles. C'est à l'issue que les États ont pris l'initiative de créer des forces spéciales qui seraient chargées de mener des missions qui entreraient dans ce cadre. Donc le Sénégal n'a pas été en reste et dès 1978, elle a créé le GIGN. Qu'est-ce que fait le GIGN sur le terrain? Le GIGN, tout comme la section de recherche en matière d'enquête, le GIGN est chargé de mener des missions d'intervention qui sont du haut spectre de la menace. Donc elle mène des interventions spéciales du niveau terre, air, mer, avec un personnel spécialement qualifié pour ce type de mission. Vous vous déplacez dans quel cas? L'action du GIGN, elle est ordonnée. Donc, suivant l'urgence, la mission, l'action du GIGN peut être ordonnée par le président de la République dans tous les cas lorsqu'il estime nécessaire, et particulièrement en cas de prise d'otage, d'enlèvement de haute personnalité ou lorsque des étrangers sont impliqués. Par le Premier ministre en cas d'empêchement du président de la République. D'accord. Par le ministre de l'Intérieur lorsque l'urgence de l'intervention ne peut être différée, et par le ministre des Forces armées et le haut commandant de la gendarmerie nationale dans tous les cadres des missions de l'armée. Très bien. Commandant Ibrahim Ndiaye, le chef de la division communication, 3 unités spéciales qui exercent sur le terrain. Vous qui coiffez tout ce qui se fait en termes de communication, comment faites-vous aujourd'hui pour que la gendarmerie nationale, en tout cas pour certains corps, soit bien perçue? Parce que quelque part, quand on parle de certaines unités, il arrive que très souvent les gens aient peur et qu'ils ne puissent pas savoir comment les percevoir. Alors vous, à votre niveau, quelle est aujourd'hui votre tâche pour que vous puissiez faire en sorte que ces unités-là soient bien vues ou en tout cas bien perçues par la population? Mais merci Madame Touré. Je vais rebondir sur le dernier point que vous avez abordé. Oui. La vue du gendarme doit inspirer la confiance, c'est-à-dire le sentiment de sécurité. Les populations doivent savoir que la gendarmerie est au service et à leur service, en fait. Nous sommes là au service des populations. Pour parler de ces 3 unités, naturellement, c'est des unités spécialisées qui, chacun dans son domaine de compétences, agit effectivement dans le haut du spectre. Si on prend le cas de la LGI, naturellement, une unité de réserve générale, le cas de la section de recherche, effectivement, pour la grande délinquance, et le GIGN pour donc des interventions à haut risque. Ils ont donc leurs particularités. Mais il faut revenir à la base, c'est-à-dire quelle est la mission principale de la gendarmerie nationale. Pour le résumer, c'est veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Et par rapport à cela maintenant, il faut mettre en place, conformément à la loi, des dispositifs organiques qui vous permettent de pouvoir agir convenablement. Agir convenablement, ça veut dire, par rapport à la menace qui est en face, avoir l'unité qu'il faut pour faire le travail comme il se doit. Si l'infraction reste en fait dans la compétence des unités normales, nous n'avons pas besoin de faire intervenir ces unités spécialisées. Une infraction normale, naturellement, relève d'une compétence d'une brigade territoriale normale.
qui peut faire le travail. Cela veut dire que on ne peut pas, à ce moment, on ne doit pas faire intervenir la section de recherche parce que le territorialement compétent peut faire ce travail-là. Maintenant, il peut arriver que l'on tombe sur une infraction ou bien sur une situation qui dépasse les limites des unités compétentes. Et dans lequel cas maintenant, il faut faire intervenir, en fonction de la graduation donc, des forces, les unités qui ont les dispositions organiques pour faire le travail convenablement. Donc, ils ont leurs particularités. On va entrer tout à l'heure dans les détails pour éclairer quand même l'opinion publique. Mais il faut comprendre que ce qui intéresse la gendarmerie, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une situation donnée, qu'il s'agit d'un acte délictuel ou bien des faits d'ordre, de troubles à l'ordre public, qu'il y ait des unités suffisamment outillées pour faire face à la menace. Justement, à quel moment vous dites-vous que c'est telle unité qui doit intervenir et non les brigades territoriales, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Il faut comprendre que par rapport à la section de recherche, par exemple, ils peuvent être saisis par une plainte ou bien par une situation donnée et intervenir directement. Mais il peut arriver qu'une unité territoriale qui se trouve par exemple hors de Dakar ou bien même à l'intérieur de Dakar soit saisie d'une affaire. Par exemple de meurtre, comme le colonel l'a souligné tout à l'heure, ou bien une situation qui se répète. Donc l'acte délictuel se répète. Donc on assiste par exemple dans une zone à des braquages qui viennent renouveler, ou bien des actes d'homicide renouvelés. Et là, on se rend compte que ce n'est plus maintenant un phénomène normal, ce n'est plus un accident. D'accord. Apparemment, c'est quelque chose qui est bien réfléchi et qui est déroulé suivant un plan d'action des délinquants. Si on veut avoir un résultat probant par rapport à cela, naturellement, l'enquête doit être consistante. Ça veut dire peut durer dans le temps. Mais les brigades n'ont pas la possibilité, ou bien n'ont pas les moyens organiques pour suivre une affaire pendant 2 mois, 3 mois et autres. Donc on est obligé d'appeler la section de recherche qui a des compétences beaucoup plus pointues en matière de police technique pour venir apporter du soutien à cette unité territoriale. Cela ne veut pas dire qu'il prend d'office l'enquête en son compte, mais il vient en appoint. Maintenant, dans son intervention, il peut arriver que la section et l'unité qui est territorialement compétente soient en face de menaces à haut risque. Mais la section et les autres unités territoriales ne disposent pas de cette capacité d'intervention qui leur permet d'arrêter par exemple des délinquants qui disposent de fusils, par exemple mitrailleurs. Et dans ce cas, on fait appel au GIGN. Parce qu'eux, ils sont formés et outillés pour ça. Si on part du côté de la LGI, on peut arriver, par exemple, comme la situation l'a montré tout à l'heure, en prélude, des gens qui viennent barrer la route parce qu'ils ont des revendications particulières. L'unité territorialement compétente arrive sur le terrain, essaie de les en dissuader et ils refusent. Mais cette unité n'a pas suffisamment de monde, n'a pas suffisamment de moyens pour faire face à ce type d'intervention. On fait appel à la Légion de gendarmerie d'intervention. C'est pour vous montrer que les objectifs sont les mêmes. D'accord. C'est de faire respecter la loi. Très bien. Colonel, je reviens à vous. Qu'est-ce qui fait que la LGI fait autant peur? Quand les gens en entendent parler, en tout cas, c'est une unité qui est intimidante. On n'a pas envie de s'approcher, on ne veut pas savoir. Disons, qu'est-ce qui explique que cela fasse aussi peur? Bon, il ne devrait pas, parce que je pensais une unité entraînée et formée pour le maintien de l'ordre. Et à chaque fois qu'on a eu à intervenir, les gens, je pense, on l'a fait avec le maximum de professionnalisme. Et je le disais quelque part, l'intervention de la gendarmerie, je ai toujours dit que c'est suivant l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. Et le commandant il l'a dit tout à l'heure, la gendarmerie, quelquefois même on dit en rigolant à Wolof, gendarmerie nationale le centre. Donc les gendarmes sont là et pour la population.
Elles sont là, donc je pense que les gens ne devraient pas avoir peur de la LGI. Bon, maintenant, si c'est du point de vue du bon travail ou bien de l'efficacité du travail qu'elle fait, et quand elle est là, ça permet de dissuader les manifestants, c'est tant mieux, parce que c'est ça notre boulot, c'est de maintenir de l'ordre et que l'ordre règne partout. Et quand on nous appelle, les autorités administratives font appel à la gendarmerie pour le maintien de l'ordre, et puis que l'ordre règne, que la situation soit rétablie. Mais du point de vue rapport avec la population, je pense qu'on ne devait pas avoir peur. Peut-être qu'on allait dans le sens, on doit aller dans le sens de faire des journées peut-être portes ouvertes pour mieux faire voir la LG ou la population. Nous avons un autre élément qui nous parle de la section de recherche. Cette fois, ce sera avec Ibrahim Fall, qui a passé un moment avec ces hommes de tenue-là pour savoir ce qui se fait au niveau de cette unité. Nous allons suivre cet élément et nous revenons tout juste après. Section de recherche de la gendarmerie nationale, une unité de police judiciaire localisée à la caserne Samba Djiri Diallo de Dakar. Une section qui a une compétence sur la cour d'appel de Dakar, mais également une compétence étendue à toutes les autres cours d'appel qui ne disposent pas de section de recherche au Sénégal. On déduit que la section de recherche a une compétence nationale. La section de recherche de Dakar jusqu'ici demeure l'unique section de recherche opérationnelle, même s'il existe des projets de création d'unités de ce genre à l'intérieur du pays. Les missions de la section de recherche, c'est d'intervenir sur le haut du spectre de menaces en conduisant des affaires qui nécessitent une haute qualification dans des domaines particuliers ou la mise en œuvre de certains moyens techniques d'investigation spécifiques. La récente enquête conduite à Ziguinchor après la tuerie de Bofa en est une parfaite illustration. La section de recherche a également pour mission de faire des rapprochements sur des zones étendues, des infractions transcendant parfois les limites territoriales d'une brigade, d'une compagnie ou d'une légion. À partir de ce moment, la section de recherche intervient pour faire les rapprochements entre les différents faits constatés sur des territoires de compétences distinctes. La section de recherche intervient également dans les missions, des enquêtes qui demandent de la disponibilité, des enquêtes qui demandent du temps. Pour ne pas encombrer une brigade territoriale qui doit agir du jour le jour, la section de recherche est appelée avec ses spécialistes, des experts qui peuvent travailler dans la durée sur des missions qui demandent un temps assez long pour mener les investigations. Avec la création du pôle judiciaire de la gendarmerie, aujourd'hui, elle dispose d'une plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité. Une plateforme qui apporte un soutien considérable qui permet de gagner du temps et d'être plus efficace et plus efficient. Se fonde sur des moyens technologiques modernes qui permettent aux enquêteurs d'aller au-delà des techniques classiques utilisées jusqu'ici. Cette plateforme est composée de 3 entités. La cellule d'investigation numérique, une cellule qui s'appuie sur un laboratoire numérique capable de traiter tous les types d'appareils qui peuvent être impliqués dans une infraction. Enfin, une cellule de veille opérationnelle dédiée à la surveillance de l'Internet, aussi bien sur les réseaux sociaux, les groupes d'échange de communication ou la surveillance des sites tendancieux qui peuvent parfois appeler à inciter à la communication d'infractions ou bien l'apologie de la communication de ces infractions. Je me perds un peu, mais il faudra m'excuser. Alors, mon colonel, on vient de suivre cet élément-là. On a une idée un peu de ce qui se fait sur le terrain, on va dire. Mais aujourd'hui, quand les gens entendent parler de la section de recherche, en tout cas à mon niveau, très souvent, c'est peut-être
quand on voit un leader politique comme ça a été le cas dernièrement, ou en tout cas pour certains dossiers assez sensibles, je parle de dernièrement avec l'affaire Barthélémy Diaz qui était sur un plateau de télé et qui a enregistré une émission, on a vu une unité de la section de recherche aller le cueillir pour le garder. C'est des choses que nous voyons de loin. Quels sont la SR, les moyens qu'elle dispose pour aujourd'hui faire ce type de travail-là? Merci Madame Touré. Comme je vous le disais tantôt, le spectre d'intervention de la section de recherche est très large. Donc c'est ce qui explique l'opération que vous avez mentionnée tout à l'heure. Donc c'est un type d'intervention assez délicat, dans un contexte assez délicat, qui nécessite l'intervention de personnel formé, entraîné, sous un commandement centralisé qui coordonne ce type d'action. Alors, cela veut dire que le premier moyen aujourd'hui qui fait un peu la spécificité de la section de recherche, c'est le moyen humain. La section de recherche, en réalité, recrute les meilleurs enquêteurs au sein de la gendarmerie. D'accord. C'est des enquêteurs qui ont déjà eu à faire leurs preuves dans les unités territoriales, donc qui sont cooptés, spécialisés dans des domaines, entraînés dans ces domaines et affectés à l'exécution des missions relevant de compétences pointues et techniques. Vous arrivez à vous mouvoir dans la masse, on va dire. Comment vous arrivez à faire cela? Ou en tout cas, c'est totalement nécessaire pour que le travail puisse être bien exécuté? Oui, une unité comme la section de recherche a besoin de souplesse, a besoin de capacités d'intervention qui lui permettent d'aller au plus près de son objectif, donc de faire l'environnement, de pouvoir l'appréhender sans éveiller des soupçons. C'est de l'espionnage? Ce n'est pas de l'espionnage, c'est un mode d'action. Je vous ai dit tout à l'heure que la ressource principale, c'est la ressource humaine. Mais depuis sa création, le haut commandement de la gendarmerie a consenti d'énormes moyens et d'efforts pour doter l'unité d'équipements et de capacités opérationnelles et techniques qui lui permettent aujourd'hui de se positionner donc, comme le fer de lance des unités d'investigation au sein de la gendarmerie. Et c'est l'occasion de magnifier et de féliciter les unités territoriales qui sont disséminées un peu partout à travers le territoire national et qui abattent un travail extraordinaire. Peut-être on parle de la section de recherche parce que nous travaillons sur des dossiers souvent sensibles, des dossiers donc, qui ont une forte répercussion médiatique. Mais il faut savoir que si aujourd'hui nous sommes en mesure de nous concentrer sur ces cas et ces dossiers spéciaux, c'est parce que derrière, il y a une véritable fourmilière constituée par les brigades de gendarmerie et les brigades de recherche qui abattent un travail extraordinaire au quotidien. Les meilleurs enquêteurs, vous avez dit certainement qu'ils sont également bien en numérique ou en tout cas en Internet, parce que j'ai vu dernièrement les véhicules qui ont été exposés ou en tout cas qui ont défilé pour la répétition générale de la gendarmerie, une unité numérique. Est-ce que c'est toujours à la disposition de la section de recherche ou c'est de manière générale une logistique destinée à d'autres unités? Ces moyens sont à la disposition de l'ensemble des unités de la gendarmerie, mais ces moyens sont mis à la disposition de la section de recherche pour emploi. Ce qu'il faut retenir, c'est que la section de recherche, en particulier, et la gendarmerie de façon générale, veulent être des unités de leur temps. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère numérique. L'essentiel des infractions qui se déroulaient de façon classique sont déportées aujourd'hui sur un espace virtuel. Vous ne pouvez plus aujourd'hui aborder une enquête sans qu'il y ait l'implication d'un téléphone portable ou d'un ordinateur. Donc si vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de prendre en compte cette réalité donc, qui est pour l'essentiel portée par les nouvelles technologies, vous risquez d'être en décalage, en déphasage avec la criminalité moderne.
C'est pour cette raison que le haut commandement de la gendarmerie donc, a doté l'ensemble des unités de gendarmerie donc, de moyens, donc, à travers la plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité, qui est une unité spécialisée dédiée à ce type d'infraction spécifique, placée sous le contrôle opérationnel de la section de recherche, mais qui sont à la disposition de l'ensemble des unités de gendarmerie. Très bien. Capitaine Ly, nous avons également vu que quelque part le GIGN procède un peu de la même manière. Vous êtes méconnu du public, on ne vous voit pas, l'accoutrement est obligatoire pour le travail? L'accoutrement dépend des missions du GIGN. Donc le GIGN agit sur le haut spectre de la menace. Donc il est appelé à exécuter certaines missions qui nécessitent des approches particulières. Et c'est ce qui justifie peut-être un accoutrement particulier en fait. Vous avez aujourd'hui les moyens nécessaires pour pouvoir exécuter le travail qui vous est confié comme il le faut? La gendarmerie a mis à la disposition du GIGN et des autres unités de la gendarmerie nationale en général de moyens spécifiques et de nouvelle génération qui permettent de faire face aux menaces modernes que nous connaissons aujourd'hui. Nous allons suivre tout à l'heure l'élément de Mansour Sow qui a rendu visite au GIGN et certainement vous allez me dire dans quel cas de figure il faut mettre les cagoules pour pouvoir déployer en tout cas une équipe ou exécuter la mission qui vous est confiée. Faites les opérations de sûreté. Faites les opérations de sûreté. Go, go! Go, j'appuie! Ça me replace! On vous a vu tout à l'heure avec des casques. Quand vous tirez, vous avez toujours les casques. Ça permet de vous protéger contre quoi? Parce que nous sommes appelés à faire des tirs à chaque fois. Et à la longue, ça peut avoir un incident au niveau des oreilles. C'est pourquoi on les met. Donc ça fait partie des mesures de sécurité que nous prenons quand nous venons ici. En parlant de mesures de sécurité aussi, vous voyez à chaque fois, il y a un directeur de tir qui vient, qui commande au fur et à mesure que les gens tirent. Il commande le tir et les éléments exécutent au fur et à mesure. Donc vous avez vu tout à l'heure comment ça s'est passé. Et un peu par rapport à... Vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'il se pourrait même qu'on trouve que quelqu'un puisse être là-bas, à côté de la cible, et que les gens se mettent à une distance assez respective même et qu'ils tirent. Effectivement. Mais ça semble drôle pour un profane. Pour un profane, effectivement, c'est très dangereux. Il va voir ça comme étant des faits qui sont dangereux. Parce que voir quelqu'un au niveau des cibles, prendre les cibles et voir quelqu'un tirer, donc c'est un peu, pour lui c'est dangereux quoi. Mais ça nous on le fait parce que ça s'appelle le tir de confiance. Le tir de confiance c'est quoi? Il y a par exemple quelqu'un qui tire, il est approximativement 10 à 15 mètres. Il y a quelqu'un qui est au niveau des cibles. Maintenant celui qui est au niveau des cibles, il prend la cible et l'autre il tire. Quand il tire, lui il va ajuster par rapport aux impacts. Il va le tirer vous avez tiré un peu à gauche ou bien un peu à droite. Donc c'est un peu dangereux pour celui qui n'est pas professionnel. Donc ça, ce n'est pas recommandé pour les profanes. Nos remerciements et puis de nous avoir ouvert vos portes, de nous avoir permis de découvrir tout ce qui se fait ici. Et on vous encourage davantage à persévérer dans cette voie. Merci. Mes respects. Merci. Encore une fois de plus. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef. Je vous en prie.
Mansour Sow qui est avec nous sur ce plateau. Mansour, plongé dans l'univers du GIGN, comment s'est passée cette journée? Voilà, bonsoir à vous Ndeye Arame Touré, bonsoir à toute l'assistance. Permettez-moi tout d'abord de saluer déjà ces hommes qui sont ici sur ce plateau. Permettez-moi aussi, à la veille même de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, de saluer et déjà de féliciter toute la population sénégalaise, de rendre un vibrant hommage aussi à tous ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour qu'on puisse accéder déjà à l'indépendance du pays. Voilà, pour entrer dans le vif du sujet, je pense bien que ça a été une expérience très enrichissante. Fort longtemps, on a vu le GIGN, on pensait que vraiment c'était une unité. Voilà, moi, il m'est arrivé même de dire que est-ce que c'était réellement des êtres humains? C'est le commun des Sénégalais qui parle. Mais quand je me suis approché d'eux, j'ai vu que c'était des hommes comme vous et moi. Et maintenant, ce qui se fait avec beaucoup de professionnalisme même et avec beaucoup d'organisation aussi. C'est clair qu'il y a beaucoup d'organisations et que ce qui se fait avec beaucoup de professionnalisme. Mais Mansour, j'aimerais que tu viennes un peu sur ce que tu as enduré. Comment s'est passée cette journée-là? Est-ce abordable pour toi ou ils t'ont beaucoup fatigué? Il ne faut pas avoir honte de le dire. En tout cas, comment s'était passée cette journée? Pour dire vrai, jusqu'à présent, jusqu'au moment où je te parle, mes oreilles sont en train de bourdonner. C'était pas du gâteau. Voilà, donc c'était pas du tout facile. Déjà à cause donc, des détonations et tout, on n'a pas l'habitude, ça se comprend aussi. Mais en tout cas, je sais que comme ils ont l'habitude de le dire, que c'est l'effort qui fait l'effort, que c'est un travail qui se fait en amont. Ce sont des professionnels et que voilà, la journée en tout cas a été très bien vécue. Malgré que j'étais, sincèrement parlant, on m'a juste montré un pan de ce qui se fait, mais c'était pas un tout repos. Certainement, aujourd'hui, tu portes un autre regard sur ce qui se fait de manière générale sur la gendarmerie. On ne va pas simplement s'arrêter sur le GIGN. Bien sûr, dans l'ensemble, regardons de loin en tant que citoyen. Je me disais que vraiment c'était vraiment un mythe. Mais quand je me suis approché d'eux, j'ai vu que vraiment ce sont des professionnels. Professionnellement parlant, donc ils font un travail, ils abattent un travail qu'il faut saluer, que tous les citoyens sénégalais doivent donc déjà saluer. Et ne serait-ce que même pour ce qui se fait pour ce pays, ne serait-ce que même pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, ils méritent vraiment considération. Merci, bonsoir. C'est moi que vous remercie. Capitaine Ly, on a vu un exercice qui se faisait tout à l'heure avec Mansour Sow. Je vois du montage, des montages d'armes et tout. J'aimerais juste revenir sur un point. Comment se fait aujourd'hui la sélection pour pouvoir entrer au GIGN? Merci Madame Touré. Le GIGN repose en fait sur une sélection particulièrement rigoureuse des candidats. Donc elle se fait sur plusieurs phases. Donc la première phase d'abord ce sont les tests. Donc les volontaires qui veulent intégrer le GIGN subissent différentes épreuves pendant une semaine au cours de laquelle ils sont évalués. Beaucoup plus physiquement en fait. C'est le physique qui compte le plus là-bas. Ceux qui sont sélectionnés subissent ensuite une formation de 2 ans. D'accord. Une première année durant laquelle ils sont mis à l'épreuve psychologiquement et physiquement, et une dernière année durant laquelle ils sont en fait évalués. Donc on essaie de voir là-bas les militaires qui font leurs preuves. Est-ce qu'une femme peut intégrer ce corps? Bon, ça va être difficile en fait. Il n'y en a pas encore, on veut les dire. On n'est pas contre, mais la femme qui voudra intégrer ce corps devra faire la même chose que les hommes. Justement, je vois, disons, la carrure, la taille et tout, certainement que ça compte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aurez une femme qui aura les aptitudes nécessaires pour pouvoir exercer ce métier-là?
Je suis sûr que les super girls ne doivent pas manquer. Mon colonel, oui. Oui, non, je dis certainement. En tout cas, c'est ouvert, comme il a dit. Maintenant, c'est un truc très physique. Bon, on a vu même la gendarmerie française, ils ont des femmes depuis longtemps dans la gendarmerie, mais je pense, il me semble, si je ne me trompe, que jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, il n'y avait qu'une seule femme qui avait réussi à ces tests-là. Donc c'est très éprouvant, mais c'est ouvert à tous les gendarmes qui peuvent postuler. Et il y a des gendarmes féminins avec des aptitudes aussi, qui peuvent servir bien sûr. Parce qu'il y a des spécialisations, des compétences là-dedans pour lesquelles peut-être on va avoir besoin de personnes féminines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, c'est pas donné pour entrer dedans. Donc, mais c'est ouvert aux femmes quand même. Est-ce qu'au niveau de la LGI, il y a des dames? Ah, oui, au niveau de la LGI, depuis, on a des femmes à tous les niveaux d'ailleurs. Au niveau de l'encadrement, on a des officiers féminins. On a aussi dans les rangs des gendarmes féminins. Que je salue d'ailleurs tout le personnel de la LGI. Et les gendarmes qui abattent un bon travail, je suis toujours satisfait quand je le vois, en tout cas la plupart d'entre elles qui sont là-bas, qui font un excellent travail. On est content de les voir partout dans tous les services. Et il y a effectivement des femmes. Sont-elles en mesure de faire les mêmes exercices que les hommes, ou en tout cas d'être déployées sur un terrain où il y a certains risques qui se présentent, où la sélection se fait de manière naturelle, on va dire? Bon, en tout cas, jusque-là, les femmes qu'on a à la Légion, dans les escadrons, on est très satisfaits du travail qu'ils font. Elles sont dans les escadrons au même titre que les hommes. Elles font le même travail, excusez-moi. Les exercices physiques d'entraînement et tout, elles les suivent comme les hommes, mais en tant que femmes, bien sûr. Mais elles font un travail satisfaisant, ça il faut le reconnaître, aussi bien les officiers féminins qui sont là-bas et que les gendarmes féminins dans tout le travail de maintien de l'ordre. Je pense qu'on a fait du maintien de l'ordre qui était très dur un moment à Ngor. Il y avait des filles dans les rangs et elles sont bien comportées. Dans les jalonnements ou bien dans la sécurisation, le contrôle de zone qu'on fait dans les Almadies qui est éprouvant. C'est des militaires féminins avec des gilets pare-balles et tout. Elles sont là, assises parmi nous d'ailleurs. Je les encourage en tout cas. Mais il y en a à la LGI, comme dans toutes les unités de la gendarmerie nationale, on leur fait de la place. Et quelquefois, oui, la plupart du temps, elles tiennent bien. Elles tiennent bon. Elles tiennent bon. Mon colonel, à votre niveau, à la section de recherche, vous avez des dames? Effectivement, nous avons des dames au niveau de la section de recherche et c'est le moment de rendre hommage à ces héroïnes qui abattent un travail impressionnant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le travail de la section de recherche se mesure à l'aune des réalités de notre société. Donc aujourd'hui, ne serait-ce que pour le respect de certains droits, on est obligé d'avoir des dames dans nos unités, ne serait-ce que pour effectuer des fouilles corporelles ou bien quand il faut interagir avec des personnes de même genre. Mais au-delà, elles font exactement le même travail que les hommes avec une compétence au moins égale que les hommes. Et c'est l'occasion de les féliciter et de les encourager. À votre niveau, comment se fait la sélection pour entrer à la section de recherche? Comme je vous disais tout à l'heure, la sélection pour accéder à la section de recherche se fait d'abord sur la base de la compétence. Donc il faut que la personne ciblée totalise un certain nombre d'années d'expérience et d'exercice en matière de police judiciaire et des diplômes. Il y a des diplômes requis. Pour les gradés, il faut qu'ils soient des OPJ. Donc pour les gendarmes, il faut qu'ils aient le diplôme d'aptitude professionnelle avec un certain nombre d'années d'exercice et une expérience avérée. D'accord. Au niveau de la cellule de communication ou la division de communication, est-ce qu'il y a des dames, commandant? Mais naturellement. Je n'en ai pas vu en tout cas quand je suis venu. Vous n'en avez pas vu parce qu'en fait, il y en a qui sont déployés. J'ai mon adjoint qui est un officier féminin, mais qui présentement est indisponible, mais il y en a. Dans le domaine de la communication, on n'a pas ce souci. C'est peut-être souligner la particularité du GIGN par rapport au travail qui est effectué. Le colonel l'a bien dit. Effectivement, leur intégration reste possible. Faudrait-il juste trouver quand même du personnel féminin capable de répondre à ces exigences. C'est ça un peu la particularité. Maintenant, au niveau des autres unités, comme la section de recherche, comme le colonel l'a souligné, c'est une approche procédurale qui nous exige aujourd'hui
d'avoir du personnel féminin. Parce que dans le code de procédure pénale, bon, en tout cas pour rester dans le cadre légal, on est tenu aujourd'hui pour certains types de travail de faire appel au personnel féminin. Ok, donc il y a dans certaines investigations, vous pouvez rencontrer quand même une femme qui est victime d'une certaine infraction. Elle est beaucoup plus à l'aise parfois de s'exprimer devant quand même une personne de même genre pour quand même se libérer. Hein. Et là, on en profite quand même pour faire appel à ce personnel féminin hein, qui est parfois très apte à faire le même travail que les hommes. Je reviens à Capitaine Lee. Capitaine, comment se fait la formation pour le GIGN et juste après, comment vous procédez pour les différentes affectations? Je ne peux pas tout dire en fait, mais ce qui peut être dit, c'est que là, il y a un tronc commun, d'abord. Un tronc commun qui permet de former les militaires du GIGN en intervention spéciale et en protection rapprochée. C'est après ce tronc commun que, suivant les différentes aptitudes, que certains sont spécialisés en négociation, d'autres en tir de haute précision et certains en explosif. D'accord. Mon colonel, la LGI, pour y entrer, qu'est-ce qu'il faut faire comme formation et après les affectations? Bon, la LGI donc, a vocation déjà à former les élèves gendarmes qui sortent d'école. Donc quand ils sortent de l'école des sous-officiers de gendarmerie de Fatigue, on nous envoie un bon nombre qui viennent faire leur application. Et aussi, il y a des gendarmes déjà anciens qui sont affectés. C'est des affectations comme toutes les unités de gendarmerie. Mais généralement, on a les jeunes qui viennent passer 2 ou 3 ans avant d'être ventilés dans les autres unités de gendarmerie. Et souvent, les gens sont très fiers de leur passage dans cette unité, quasiment. Bon, maintenant, on recrute un grand nombre. Malheureusement, tous n'ont pas la chance de venir à la LGI parce que c'est une unité qui forme, c'est une unité qui forge donc, du caractère, l'esprit d'équipe, la cohésion, ce qu'on recherche dans un corps. Et beaucoup de grands anciens, quand vous les rencontrez, ils vous diront quand j'étais à la LGI parce qu'on passe 3 ans intenses, où l'effort demandé est un effort intense, où les gens sont tout le temps partis pour des missions dans des conditions quelquefois difficiles. Et donc, ce qui fait que ça forge après un esprit de camaraderie. Et qui, après coup, 3 ans, 4 ans, ils sont injectés dans les autres unités de la gendarmerie, mais ils reçoivent déjà des officiers, des sous-officiers pour leur formation déjà auprès des grands anciens, des gendarmes aguerris, donc qui permettent de les former. Voilà. Donc, voilà, en fait, c'est tous les gendarmes qui viennent à la LGI. D'accord. Alors, aujourd'hui, quand on parle de la LGI, c'est certes une unité spéciale. Êtes-vous à votre niveau aujourd'hui en mesure de travailler sans avoir besoin des autres unités? C'est possible? Une unité qui travaille en électron libre? Bon, je ne pense pas parce qu'en fait, le commandant Ndiaye l'a dit tout à l'heure, c'est une interconnectivité. Le travail de la gendarmerie, c'est des missions de police administrative, de police judiciaire. Donc on n'agit pas seul. Donc on agit souvent au profit d'une unité, ou bien en tout cas c'est requête d'une autorité administrative. Et souvent quand on arrive sur le terrain, il y a d'autres unités qui sont compétentes. On vient souvent en appoint aux unités sur le terrain. Donc on n'agit pas à l'électron libre, c'est suivant des ordres, c'est bien. Il arrive que toutes les 3 unités se retrouvent sur un terrain, c'est possible? Oui, le GIGN, on travaille toujours. C'est-à-dire, comme il a dit, par exemple, le GIGN travaille sur le haut du spectre. Mais dans ces modes d'action, le GIGN ne peut pas quelquefois travailler sans la LGI. Je veux dire que la spécialisation, elle est plus poussée au niveau du GIGN, mais c'est la LGI qui comprend les escadrons de la LGI, qui comprennent comment ils travaillent, leur manière de travailler. Et souvent, quand ils interviennent en seconde ligne, c'est la LGI qui est là.
Donc à tous les niveaux, récemment à Ziguinchor, ils ont travaillé ensemble et dans d'autres domaines, c'est la LGI qui... Et puis souvent, la plupart des militaires qui recrutent, à parler de recrutement tout à l'heure, ils puisent dans les unités donc, de la gendarmerie mobile, donc de la LGI principalement, donc qui regagnent des GIGN par la suite. Donc on travaille en complémentarité, mais pas en électron libre, mais dans la complémentarité. Colonel Jack, à votre niveau, il vous arrive de travailler avec les deux autres unités qui sont là? Effectivement, je ne fais que confirmer ce que le colonel Ba vient de dire. Donc, et comment cela se passe quand vous travaillez ensemble? Nous sommes des unités complémentaires. Donc là, vous avez le modèle vraiment de complémentarité au sein de la gendarmerie. Il arrive que nous soyons engagés dans des enquêtes et au cours des investigations, nous sommes face à un danger qui demande une intervention à haut risque. Là, c'est le GIGN donc, qui nous vient en soutien. Et le GIGN a parfois besoin, donc, dans le cadre de ces interventions, d'avoir un cordon de sécurité qui lui permet de pouvoir travailler en toute tranquillité. Et dans ces situations, la LGI est l'unité donc dédiée pour faire ce type de mission. La section de recherche dépend de la gendarmerie territoriale. Le GIGN et la LGI dépendent de la gendarmerie mobile. Donc il y a une coordination qui se fait au sommet quand il y a ces types de missions pour pouvoir mettre en branle toutes ces unités dans une coordination parfaite. Et qui commande qui? Alors, c'est la mission qui commande. C'est la mission qui commande. Alors, pour l'essentiel, en tout cas, nous, les interventions pour lesquelles nous avons besoin de la LGI et du GIGN, nous avons un effet à atteindre. Et c'est cet effet-là qui détermine donc l'intervention et la mission de chaque entité. Normalement, dans ces situations, donc, pour ce qui nous concerne pour les opérations de police judiciaire, donc c'est le territorialement compétent qui fait appel aux autres qui viennent à son soutien. Donc c'est lui qui détermine l'effet qu'il veut atteindre et la mission qu'il veut faire jouer donc, à chaque entité. Commandant Ndiaye, on a assisté dernièrement à un certain nombre de faits qui ont été relatés par les médias, notamment avec les cas d'enlèvement d'enfants et de meurtres quelque part. Aujourd'hui, comment la gendarmerie s'y prend-elle pour pouvoir gérer ce genre de situation? Puisqu'on nous parle aujourd'hui de la sécurité des biens et des personnes, on ne peut ne pas penser à la gendarmerie quand on voit ces genres de faits qui arrivent. Comment la gendarmerie gère-t-elle ce genre de situation? Voilà, Madame Touré. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que partout, au niveau du Sénégal, nous avons un maillage territorial aujourd'hui qui nous permet d'être présents sur pratiquement 95% du territoire. Et tous les jours, il y a des dispositifs qui sont mis en place. On n'attend pas qu'il y ait un phénomène ou bien un fait criminel nouveau pour intervenir. Maintenant, il se peut que la nature de l'infraction ou bien des infractions actuelles nous oblige à réadapter le dispositif. Donc par rapport à ces faits criminels que vous venez de souligner, les rapts d'enfants et autres, je voudrais dire que tous les services de l'État sont mobilisés, y compris la gendarmerie nationale. Le travail, il est fait. Nous avons par rapport aux statistiques quelques cas que nous avons gérés et qui parfois ont abouti avec des résultats probants, d'autres sont en cours d'exécution. Mais c'est des cas qui sont maîtrisés. Est-ce que vous communiquez comme il faut pour que les gens puissent savoir le travail qui est fait à votre niveau? Oui, le travail, il est fait. On communique là-dessus et chaque fois que l'occasion se présente. Mais ce qu'il faut coordonner, c'est peut-être l'action des populations, mais également des médias. Parce que la plupart du temps, il y a une recherche un peu de sensationnel qui fait que l'affaire est traitée d'une manière qui crée même la psychose au sein des populations, alors qu'elle est bien maîtrisée. Elle est maîtrisée. Le travail, il est fait.
nous demandons quand même aux différentes populations d'être beaucoup plus vigilants sur des faits nouveaux qui leur paraissent un peu en fait compromettants, ou bien sur des faits qui leur paraissent un peu parfois inhabituels, okay, pour quand même éveiller davantage l'attention de leurs enfants. Il y a un effort à faire de la part des populations pour avoir cette culture sécuritaire qui leur permet quand même de saisir directement les services de sécurité en cas de danger. Et de demander quand même un renforcement effectivement par rapport à l'éducation, des conseils qu'ils donnent à les parents doivent donner beaucoup plus de conseils par rapport à ces faits à leurs enfants. Au niveau des différentes structures scolaires par exemple, on peut insister auprès des élèves pour quand même augmenter la sensibilisation. Au niveau des porteurs de voix, tous les porteurs de voix aujourd'hui doivent participer à cette lutte. Et j'ai l'habitude de dire, nous faisons le travail pour lequel nous sommes formés. Donc nous ne demandons pas à la population de faire le rôle qui nous est assigné, mais on leur demande d'apporter leur partition. Leur partition, c'est à chaque fois qu'il y a un fait inhabituel qui peut mettre en danger des vies, qu'ils puissent saisir les services de sécurité, que ce soit la gendarmerie nationale, que ce soit le commissariat. Et des numéros verts sont disponibles. Au niveau de la gendarmerie, aujourd'hui, vous appelez sur le 800 00 20 20, oui. Vous ne payez rien. Au niveau de la police, il y a un numéro vert. Donc, on leur demande juste cette partition pour éviter quand même, pour atténuer ces cas, ces faits nouveaux que nous rencontrons habituellement dans l'actualité criminelle. Mon colonel, quels sont aujourd'hui les moyens dont dispose la gendarmerie pour faire face à ce genre de situation avec les cas d'enlèvement d'enfants cités? Merci, mais il faut dire que, comme il a dit, la gendarmerie, c'est un travail continu. Ce n'est pas seulement les phénomènes actuels qui est quand même grave et peut-être concernant. Et puis, on sent une certaine émotion au niveau de la population. Mais la gendarmerie, c'est un travail continu. 24 heures sur 24, ceux qui vont peut-être sur les axes, sur les routes nationales, ils les voient à 2 h du matin, 3 h du matin, quel que soit l'heure, vous ne pouvez pas vous les rencontrer, la gendarmerie. Et maintenant, avec ce phénomène, monsieur le ministre de l'Intérieur en a parlé, d'autres consignes supplémentaires ont été données, notamment l'accent sur les enfants non accompagnés ou bien qui ne sont pas avec leurs parents dans le cadre des contrôles des véhicules, transports en commun, et ainsi de suite. Donc il y a des consignes particulières qui ont été données par rapport à ce phénomène qui est nouveau. Mais la gendarmerie était tout le temps sur le terrain, sur les axes pour les contrôles. Donc je pense juste que on n'a fait que mettre l'accent sur ce phénomène-là et qui va être bientôt jugulé, j'en suis certain. Colonel Issa Diack, nous avons vu également dernièrement le crash de l'hélicoptère. Pour cette histoire-là également, beaucoup ont envie de savoir qu'est-ce qui se fait au niveau de la gendarmerie ou de manière générale. Quand on parle de l'attaque de Bofa, il y a plusieurs dossiers qui sont là et certainement la section de recherche fait quelque chose pour apporter sa partition. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là pour, disons, gérer ces dossiers? Merci madame. Là vous touchez du doigt donc des dossiers qui sont encore en cours d'enquête sur lesquels on ne peut pas trop s'avancer. Ce qu'il faut simplement signaler, c'est que vous avez cité tout à l'heure le cas du crash de l'hélicoptère. C'est des choses qui arrivent. Donc comme toute machine, donc il peut y avoir des situations comme ça. Le rôle de la section de recherche, c'est d'apporter son expertise donc, et ses compétences pour participer à la manifestation de la vérité. Donc c'est la raison pour laquelle, donc, dès que cet événement est arrivé, le haut commandement de la gendarmerie s'est mobilisé en liaison avec tous les services donc, de l'État et avec l'armée de l'air pour déployer des enquêteurs sur place qui ont très vite circonscrit la zone, qui ont posé des actes de police scientifique et technique qu'il fallait pour recueillir donc, des indices. Les investigations se poursuivent et dès que des résultats seront disponibles, ils seront portés à la connaissance des autorités compétentes.
C'était la même réaction qu'on a enregistrée donc, à la suite des événements douloureux du 6 janvier donc, à Ziguinchor, lorsque 14 coupeurs de bois ont été assassinés. Le haut commandement de la gendarmerie a très rapidement mobilisé les moyens qu'il fallait, aussi bien en termes d'enquêteurs que pour les unités d'intervention comme la LGI et le GIGN. Et au bout de 2 semaines d'investigation, 24 personnes ont été identifiées comme étant supposées, soupçonnées comme ayant participé donc, à cette tuerie. Elles ont été arrêtées et mises à la disposition de la justice. La gendarmerie travaille aussi avec les pays de la sous-région, ou en tout cas de manière générale d'autres pays qui sont en coopération bilatérale ou en tout cas qui entretiennent de bonnes relations avec le Sénégal. Comment aujourd'hui se passe cette coopération-là? Cette coopération se passe très bien. D'ailleurs, c'est l'occasion de magnifier l'action qui est menée au sein de l'Organisation des gendarmeries africaines, donc qui tient 3 avril sa 5e édition et qui regroupe l'ensemble des gendarmeries africaines et des partenaires donc au-delà du continent africain. Aujourd'hui, à travers cet instrument donc, de coopération et de coordination opérationnelle, des mécanismes sont mis en place qui permettent de favoriser l'échange de renseignements entre les différentes gendarmeries africaines, mais également donc, un travail de coordination sur le plan opérationnel, donc avec un système de points focaux donc, qui lie les unités de recherche à travers ces pays. Quand nous sommes dans des enquêtes qui comportent des éléments d'extranéité, donc des éléments qui vont au-delà du Sénégal, pour l'exemple, nous sommes en mesure aujourd'hui de saisir la gendarmerie malienne ou la gendarmerie ivoirienne, donc à travers la section de recherche d'Abidjan ou de Bamako, échanger avec elle donc, sur certains renseignements et éventuellement, à travers la coopération policière, recevoir le soutien dans le cadre de nos investigations. La coordination, vous l'avez abordé tout à l'heure, commandant Ndiaye, où est-ce que vous en êtes côté préparation par rapport à votre événement? Les préparatifs se passent bien. Le colonel vient de le souligner, donc c'est le 3 avril qu'on a lieu ici au Sénégal, donc à au King Fahd Palace plus précisément, la 5e conférence donc, de l'organisation des gendarmeries africaines. Alors il faut peut-être faire le lien avec le thème du défilé de cette année, oui. Donc la contribution donc, des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale, pour juste dire que l'organisation des gendarmeries africaines a aussi des objectifs liés à cela. Donc c'est la coopération internationale, donc l'entraide policière donc, qui réunit ces différents directeurs et hauts commandants de la gendarmerie. Juste rappeler également que nous sommes à la 5e rencontre, mais les 4 premières ont toutes en fait eu lieu ici au Sénégal aussi, et sous la présidence effective de la gendarmerie sénégalaise. L'ouverture donc sera présidée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Et au soir, c'est M. le ministre des Forces armées donc, qui va clôturer cette journée, qui va rassembler quand même l'ensemble, ou bien la majeure partie en tout cas des directeurs et hauts commandants de gendarmerie africaine et d'autres partenaires comme la France, comme l'Italie, l'Espagne, la Turquie. Tous ces pays sont là pour nous accompagner dans cette journée. Et juste aussi vous dire qu'ils sont invités. Hein, ces délégations sont invitées pour assister à la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal. J'allais justement vous dire pourquoi avoir choisi la date du 3 avril, mais c'est également, il y a un autre point qu'il faut souligner, c'est qu'il y a certainement des enjeux pour cette rencontre, réunir les gendarmeries africaines au Sénégal. Le choix qui a été porté sur le pays, pourquoi le Sénégal? Oui, vous savez, hein, le Sénégal a quand même en fait une aura. Je dirais un leadership par rapport donc, à la qualité surtout de ses ressources humaines. Partout aujourd'hui au niveau international, vous voyez, le Sénégal quand même fait preuve
d'une intelligence policière qui fait réellement je dirais ici, nous avons une confiance en tout cas de la communauté internationale qui nous confie pas mal de choses, et nous sommes là avec les personnes ressources qu'il faut, et nous avons une expertise par rapport à ces genres d'organisation, et l'OGA reste quand même un exemple très illustratif de ce que nous faisons au niveau international. Aujourd'hui, nous sommes avec le colonel Amadou Ousmane Ba, oui, qui est d'ailleurs le président de la commission scientifique par rapport à tout ce qui est tout ce qui touche à la réflexion au sujet et thème. Il est ici avec le colonel Diak. Tous les deux sont dans la commission donc scientifique, et ils peuvent aussi développer par rapport à ce thème, aux objectifs qui sont attendus au terme de référence, et le niveau de participation donc des experts qui doivent intervenir pour mettre en place des dispositifs d'échange et de partage d'expériences. Mon colonel, quelles sont les attentes aujourd'hui pour ces grands rendez-vous qui rassemblent les gendarmeries africaines au niveau du Sénégal? Oui, merci. Donc déjà, il faut peut-être dire le thème qui est retenu. Donc c'est la lutte contre le terrorisme, quelle stratégie pour les gendarmeries africaines. Et à ce titre, l'objectif qui est poursuivi, quand on réunit plus d'une vingtaine de commandants et de directeurs de gendarmerie ou de police, c'est tout simplement creuser le thème et voir comment développer et améliorer les stratégies existantes. Et cela se fera à travers remise à niveau, ou en tout cas rafraîchissement des informations avec un aspect théorique, notamment avec le professeur Bakary Samb, qui est quand même un spécialiste dans le domaine, et un expert français qui sera avec lui. L'atelier suivant sera consacré sur des interventions du G5 Sahel, notamment constitué du Mali, de la Mauritanie, du Burkina Faso, qui vont parler de leur expérience dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans la zone du Sahel quand même. Et malheureusement, il y a des pays qui ont été victimes du terrorisme. Il y a l'exemple dernièrement du Burkina Faso et même du Mali. Il y a des retours d'expérience qui peuvent intéresser tout le monde. Et enfin, nous aurons aussi des témoignages qui seront faits sur les stratégies qui sont développées. Notamment, nous avons nos camarades français qui ont un officier supérieur qui va témoigner sur l'exemple de la France. Nos camarades turcs aussi, qui actuellement font face à ces phénomènes, vont faire un témoignage là-dessus. Et bien sûr, le Sénégal, il y a un officier général qui va faire une présentation sur la stratégie qui est déroulée par le Sénégal. Et au finish, ce qu'on attend de tout ça, c'est d'avoir des stratégies améliorées. Mais surtout, comme je l'ai dit, ce qui est attendu, c'est vraiment qu'il y ait cette synergie sur l'échange, il a dit tout à l'heure, l'échange d'informations. Parce que malheureusement, le phénomène terroriste, quand ça se passe, presque on vient pour constater les dégâts. Mais la prévention, c'est l'aspect le plus important. Mais des directeurs et commandants de gendarmerie africaine de plus de 22 pays qui se rencontrent, donc ça crée une synergie. Et puis les gens, comme il a dit tout à l'heure, l'échange d'informations est plus facilité parce que les gens se connaissent. Il suffit qu'ils s'appellent au téléphone pour régler certains problèmes. En tout cas, l'aspect majeur, c'est l'échange d'informations. Partager leur expérience en matière de lutte contre la criminalité ou le terrorisme de manière générale. Exactement, donc exactement, partager les expériences qui ont eu d'ici et là-bas, de sorte à dérouler des stratégies globales, mais surtout axées sur la prévention. Donc le renseignement, comme on vient de dire, on parle d'information. Donc pour mieux décider, pour mieux prévenir. J'ai entendu quelque part le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général de corps d'armée Maïsegnan, dire que la gendarmerie était présente sur 6 théâtres d'opération, 1000 hommes à l'extérieur. La gendarmerie continue toujours d'aller vers les autres pays. Au-delà de ce qui s'est fait au niveau du Sénégal, il y a également cet effort d'aller apporter une contribution et de faire en sorte de participer à la stabilité du monde et également au maintien de la paix dans d'autres pays. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se fait à l'extérieur, on a envie de demander comment aujourd'hui la
la gendarmerie s'y prend-elle pour pouvoir être sur ces théâtres d'opération-là et pouvoir assurer ce travail qui fait aujourd'hui que la gendarmerie est une fierté au niveau international? Merci. Bon, c'est un effort humain assez important. Vous avez dit 1000 personnels formés normalement pour le Sénégal, mais qui sont projetés un peu partout sur le 6 théâtres. Nous avons 2 unités de police constituées, ce qu'on appelle communément les FPI, qui sont présentes au Congo, une en Haïti, au Darfour, en Centrafrique. Donc on est un peu partout. C'est un prolongement de l'action diplomatique de l'État, parce que je pense qu'il a dit quelque part que le Sénégal est le 7e contributeur en matière de troupes en général. Et je pense pour les unités de police constituées, le Sénégal c'est le premier pays contributeur. Et donc ça participe au rayonnement quand même du Sénégal. Et il faut souligner aussi que le Sénégal n'y est pas tout simplement parce que c'est beaux yeux, c'est parce qu'il y a un bon travail qui est fait derrière. Les unités de police constituées, partout où elles sont, elles s'illustrent très positivement, elles sont appréciées sur les théâtres où ils font un excellent travail. Donc l'expertise des militaires du Sénégalais avec cette vertu de Djom, cette vertu de fit qu'on met en avant, c'est partout, sur tous les théâtres on est. Et à côté de ces unités de police constituées, on a ce qu'on appelle les unités prévotales qui vont avec les unités de l'armée pour faire la police militaire. Et à côté aussi, on a les UNPOL. C'est des policiers qui vont à titre individuel au niveau des Nations Unies. Ça aussi, on en a un bon nombre. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que c'est dans le prolongement de l'action diplomatique de l'État, et ce qui nous a valu, en tout cas, pas simplement, mais d'être membre du Conseil de sécurité, et ainsi de suite. En tout cas, d'être associé dans les grandes décisions. Donc, je pense que c'est important. Très bien. Alors, le 4 avril, 58e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Le message de la gendarmerie à la population, on va dire. Oui, merci. En tout cas, la gendarmerie, elle se prépare pour que la fête soit belle. Ça aura un cachet particulier. Je pense qu'ici, sur notre plateau déjà, vous voyez des engins blindés qui sont à côté, qui sont de nouvelles acquisitions. Je pense que c'est important de le dire aussi. Il faut remercier donc, les plus hautes autorités de la République qui ont bien voulu, en tout cas, donner à la gendarmerie tous ces moyens-là. Vous avez suivi suite à l'ordre du jour numéro 1 du commandant du général Meïs Niang, général de corps d'armée. Son ordre du jour numéro 1. Il a eu un plan stratégique qui a été développé et validé par les plus hautes autorités qui ont été financées et ces matériels ont été acquis. Et la Légion de gendarmerie d'intervention, je dis ma Légion, est bénéficiaire. La gendarmerie même globalement, mais ce qu'on peut voir, c'est au niveau de toutes les unités de la Légion de gendarmerie nationale, de la gendarmerie de la LGI ont été rééquipées avec l'escadron blindé, la gendarmerie. On a, pour le maintien de l'ordre, on a pensé au confort des personnels. Vous le verrez certainement avec de nouveaux vents climatisés. Et vous le verrez certainement de beaucoup de matériel. Et toutes les unités quasiment de la gendarmerie sont destinataires de nouveaux types de moyens. Vous avez la Légion d'appui à la surveillance des frontières avec des moyens nautiques qui sont là, de nouveaux véhicules. Vous aurez l'occasion de les voir. Peut-être le commandant Ibrahim Ndiaye va vous en parler davantage. Mais en tout cas, c'est des moyens qui sont acquis, que vous verrez certes pour le défilé, mais en tout cas pour faciliter le travail de la gendarmerie et en particulier dans la lutte contre le terrorisme, puisqu'on en parlait avec des engins blindés et d'autres types d'engins. Commandant Ndiaye, qu'est-ce que la gendarmerie nous réserve pour le 4 avril? Oui, une belle fête, une communion avec les populations pour leur montrer un peu quelques spécimens des outils qui sont aujourd'hui disponibles, qui sont aujourd'hui mis à la disposition du personnel pour leur permettre d'effectuer les missions qui leur sont assignées. C'est l'occasion, comme l'a dit le colonel tout à l'heure, de remercier les plus hautes autorités de notre pays qui ont bien voulu accorder donc, le financement de ce plan stratégique à M. le général de corps d'armée Meïs Niang, au commandant de la gendarmerie nationale. En tout cas, la fête sera belle et ce sera l'occasion de mieux rassurer les populations. On aura droit au quadrille des baïonnettes? Naturellement. Très bien. Naturellement, il y aura le quadrille des baïonnettes.
Colonel Jack, votre dernier mot quand on est arrivé à la fin de cette émission? Alors, le dernier mot, ce sera un mot de remerciement, mais également un message donc à l'endroit des populations pour les rassurer. Aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de phénomènes criminels qui peuvent être à l'origine donc de psychose. Mais à l'instar de toutes les autres forces de défense et de sécurité, la gendarmerie tient aujourd'hui à raffirmer sa vocation en tant que force humaine, donc à la disposition des populations, que nous appelons à se rapprocher davantage des unités de police, mieux collaborer donc avec elles, mieux communiquer avec elles, parce que notre vocation première aujourd'hui, c'est de servir. Capitaine Lee, votre dernier mot et votre message pour le 4 avril? Je m'associe au remerciement du colonel. La gendarmerie est une institution qui, depuis sa création, s'est résolument engagée à la protection des personnes et des biens. Les populations peuvent se sentir à l'aise en toute sécurité parce que la gendarmerie déploiera sans cesse les moyens nécessaires pour exécuter ses missions. Vous serez au défilé? Ou c'est pas encore sûr? Moi, j'y serai pas. Colonel, votre dernier mot? Bon, merci. Ils ne seront pas au défilé parce que tout simplement, on a besoin d'eux ailleurs pour d'autres missions. Mais la LGI sera au défilé auprès d'autres unités, avec les autres forces de défense et de sécurité. Et la fête sera belle. Et merci donc à la DTV d'avoir ouvert ce pan à la gendarmerie. Que je vous ai dit, la gendarmerie elle est nationale, il faut pas que les gens aient peur, au contraire. C'est notre outil, on est là pour les populations, on est là au service des populations, on est avec vous. Donc merci en tout cas d'avoir eu l'idée de faire ce plateau pour donc mettre en avant la gendarmerie nationale. Merci. Merci à vous. Et commandant Ibrahim Ndiaye, votre dernier mot? Oui, juste terminer par des remerciements du haut commandant de la gendarmerie nationale donc, pour cette opportunité que vous venez d'offrir à la gendarmerie nationale de pouvoir communiquer sur certaines unités spécifiques, oui, tout en espérant que ça va continuer, ça va permettre aussi d'encourager les autres à venir vers nous. Nous sommes ouverts, vous voyez que vous n'avez pas à avoir peur. C'est clair. Nous sommes une force humaine au service des populations. Donc je crois que la vie du gendarme doit rassurer en fait les populations. Merci beaucoup en tout cas pour ce plateau. Merci à toute votre équipe pour cette forte mobilisation. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je rappelle juste que nous avions sur ce plateau colonel Amadou Ousmane Ba, le commandant de la LGI. À côté de lui, le capitaine Demba Sireli, le commandant du GIGN. Nous avions également le lieutenant-colonel Issa Diak, qui est le commandant de la section de recherche. Et enfin, le commandant, voilà, j'y arrive, Ibrahim Ndiaye, qui est le chef de la division communication. Merci de nous avoir suivis. C'était tout pour ce spécial numéro consacré à la fête de l'indépendance, mais également nous en avons profité pour rendre un hommage à la gendarmerie nationale, ces hommes de tenue qui nous côtoient, ces hommes avec un grand H, il faudrait bien qu'on comprenne, qui nous côtoient, qui sont là tous les jours, qui font tout pour nous sécuriser et sécuriser également nos biens. Merci à vous, mention spéciale au commandant Ibrahim Ndiaye qui s'est beaucoup démené pour cette émission, qui nous a beaucoup aidé. Merci d'être avec nous sur ce plateau, à l'équipe technique également, à vous qui nous suivez, passez de bons moments en compagnie de nos programmes, mais surtout excellente fête d'indépendance. Voilà, à toutes et à tous, bonsoir.